À tous et bienvenue sur Feel Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où là, j'ai pris le parti de vous créer une sorte de petite formation gratuite, du coup, en ligne, du coup, sur YouTube, sur la chaîne de la page, qui s'appelle Objectif Sponsoring. L'idée ici, c'est de comprendre tout l'écosystème, on veut dire, du sponsoring sportif français, de savoir un peu comment chacune des parties prenantes fonctionne, quels sont leurs rôles, quels sont leurs objectifs, et de pouvoir, du coup, pouvoir définir de façon plus précise comment vous pouvez apporter de la valeur ajoutée à ces entités-là, et aussi comment fonctionne, on va dire, l'économie autour des partenariats et du sponsoring français, tout simplement. Du coup, objectif sponsoring, attirer, convaincre et fidéliser les partenaires. On va commencer par un rapide premier élément, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on parle de objectif sponsoring, c'est que le sport, voilà, vous le savez tous, maintenant, est devenu une véritable industrie culturelle, sociale et économique. Du coup, forcément, au-delà de se dire qu'on tape dans un ballon ou qu'on tape dans une raquette, il y a toujours un élément et des leviers qu'il faut pouvoir tirer pour pouvoir forcément les tirer à son avantage. Et ça fait maintenant plus d'une trentaine, voire cinquantaine d'années aujourd'hui que le sponsoring et les partenariats sont développés en France, voire même démocratisés, qu'ils soient à l'échelle associative ou professionnelle, vous pourrez quand même vous en tirer et avoir des éléments nécessaires pour comprendre l'écosystème. Les objectifs, ce qu'on va essayer de faire, du coup, c'est de comprendre les fondamentaux déjà du marketing sportif. Donc c'est ça pour ça qu'on commence déjà avec cette première vidéo d'introduction. Identifier les acteurs, les outils, les enjeux, et donner des clés opérationnelles pour agir sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui compte le plus. Donc maintenant, si on rentre un peu plus en détail sur, on va dire, le sommaire globalement, on va faire une rapide introduction sur le sponsoring sportif au global, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionnent les clubs, les ligues, les fédérations, les agences et les marques. Donc c'est les 5 premiers points. D'ailleurs, comprendre aussi les synergies qu'il y a entre les différents acteurs. Bon, on va dire déjà comment une marque fonctionne avec une agence, comment une fédération fonctionne avec une agence ou du coup une marque, comment une ligue fonctionne avec les autres acteurs, et pareil pour les clubs. C'est ça qui serait important à mentionner. Sur les aspects, on va dire, activer, mesurer, fidéliser, c'est de comprendre comment, on va dire, et quels outils de visibilité ou autres, et quels leviers sont utilisés forcément pour valoriser ces différents partenariats. Et enfin, bien évidemment, les distributeurs, personas, communautés et autres. Mais en tout cas, vous aurez l'occasion de voir tout ça au fil de l'activité. Si on regarde sur l'introduction, sur quoi on va insister? Tout d'abord, avoir des notions qui soient claires. Le marketing sportif aujourd'hui, donc on parle de deux éléments qu'il faut bien distinguer. Le premier, du coup, c'est l'ensemble des techniques marketing qui sont appliquées au sport. Donc, quand on dit souvent, vous voyez des écoles qui vous disent, ouais, l'école du marketing sportif ou du truc, en fait, au final, qu'est-ce qu'on faut savoir? C'est comment fonctionne le marketing dans un premier temps. Est-ce qu'on va parler de publicité? Est-ce qu'on va parler de création de contenu? Est-ce qu'on va parler aujourd'hui de savoir toucher des acteurs à l'intérieur de son territoire pour faire valoriser un peu son club? C'est ça qu'on va chercher à savoir dans un premier temps. C'est du coup d'où l'ensemble des techniques qui seront finalement appliquées au sport. Parce que le marketing est fait pour, on va dire, construire les choses et construire des histoires pour pousser au développement du chiffre d'affaires et des ventes, d'où la vente de billets, de licences, de produits dérivés ou de sponsoring. Et du coup, c'est pour ça qu'on le met avec un deuxième élément, c'est utiliser le sport pour vendre. Sponsoring, partenariat, image de marque. Et en fait, vous verrez que chaque acteur a ses propres objectifs et a sa manière de voir le marketing pour lui. Une fédération, comme la Fédération française de football, ne fonctionnera pas comme un acteur privé, comme l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ils ne fonctionneront pas pareil, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'auront pas touché les mêmes canaux et les mêmes leviers pour pouvoir faire augmenter leur chiffre d'affaires ou encore susciter encore plus la sympathie de leur communauté finalement. Et c'est ça qui va compter. Donc quand on continue comme ça je vous ai mentionné globalement, les acteurs du sponsoring aujourd'hui, les clubs, que vous connaissez tous, qui sont dans le sport professionnel ou le sport amateur, les ligues, donc là on va plus se concentrer sur le sport professionnel pour le coup, les fédérations, les marques, les événements sportifs, qui aussi ont
une manière très spécifique et bien à eux de pouvoir gérer le sponsoring, gérer l'attractivité autour de leur image et comment aussi certains sont passés d'un petit événement local, comme un sort de 10 kilomètres, par exemple à Paris, on dit ah bah c'est un événement sympa local, à essayer de le construire de façon à pouvoir le brander et faire en sorte qu'aujourd'hui, bah, des gros acteurs, des grosses entreprises souhaitent le sponsoriser, que des gros acteurs, même à l'international, souhaitent être affichés dans ces actions-là. On va le voir aussi plus précisément. Tout ce qui est médias, agences et athlètes aussi, bien évidemment. Quand on parle de mission, alors, on va commencer déjà par la création de valeur perçue autour du sport. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va partir du principe que quand on souhaite créer de la valeur perçue autour de son sport, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, vous faites du foot, du basket, du handball, du tennis de table ou autre. OK. Le sport, ce sport-là va être plus ou moins aimé. Ça, vous ne pouvez pas vraiment le contrôler, du moins pour l'instant, va être plus ou moins aimé de façon naturelle. Et c'est comment on va essayer de valoriser certains éléments du sport pour faire en sorte que les gens se disent, ah ouais, ça vaut peut-être le coup de m'y intéresser. Ce qui s'est passé avec les frères Lebrun par rapport aux Jeux Olympiques 2024, c'est typiquement le cas. Aujourd'hui, le tennis de table, pendant plusieurs années, ou pas mal de temps, peut-être encore aujourd'hui, hein, on pensait que c'était un sport d'école. Bon, bah, allez, on joue à l'école, machin, machin. En fait, aujourd'hui, avoir des personnes et des athlètes qui performent à l'international, ça vous fait dire, OK, nous, on est capable de créer des champions, et peut-être que chez les petits garçons et les petites filles de demain, je veux être ce champion-là, donc je veux m'y intéresser. Et en fait, du coup, il y a une mise en lumière sur l'écosystème, par exemple, autour du tennis de table. Et du coup, on se dit, ouais, ça vaut peut-être le coup qu'on s'y mette. Ça vaut peut-être le coup qu'on investisse de l'argent, ça vaut peut-être le coup qu'on mette en place des infrastructures et qu'on investisse vraiment dans nos athlètes pour qu'ils puissent performer. Donc ça, c'est tout là, l'écosystème autour. Ensuite, bien évidemment, fidéliser les publics. Lui, comment on arrive à avoir plus de licenciés dans notre sport? Comment on arrive à avoir plus de fans, plus de personnes qui s'y intéressent, plus de personnes qui vont relayer, partager la communication autour de notre sport? Comment faire en sorte que des partenaires publics ou privés nous suivent un peu plus dans notre démarche? C'est par exemple ce qui a très bien réussi à faire en ce moment la Ligue nationale de basket qui, pendant des années, galérait pour, on va dire, faire en sorte de faire rayonner le basket en France, alors que la NBA marchait très bien. Et grâce à leur stratégie média, à leur stratégie de contenu, aussi des micro-influenceurs qui se sont mis dessus, en fait, cet élan et cette multiplication de contenu, cette multiplication de bonnes vibes, on va dire, autour du basket, a fait qu'aujourd'hui, suivre la Ligue nationale de basket, c'est cool. À l'instar de suivre le Paris Basketball aujourd'hui, c'est cool. Donc, ça crée forcément des fans en plus, des partenaires en plus, et avoir un levier qui est beaucoup plus pertinent à valoriser. Bien évidemment, la génération de revenus, hein, billetterie, merchandising, sponsoring, parce qu'en fait, quand tu crées de la valeur autour de ton sport, et qu'il y a une communauté, un public qui est présent, qui demande de plus en plus à avoir du contenu, finalement, tu arrives à développer, à valoriser des revenus supplémentaires. Et donc, qui dit revenus supplémentaires, dit une valorisation aussi territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, si le club dans lequel vous êtes, ou l'entité dans laquelle vous êtes, arrive à montrer que ce qu'elle fait, ça vaut le coup de suivre. Et que vous avez des communautés qui sont présentes et qui sont visibles. Derrière, les revenus générés vont faire du sens, et le territoire aussi va être content de ça. On peut donner un exemple de quel événement, par exemple, le Running Lyon. Allez, prenons le Running Lyon. Aujourd'hui, valeur perçue autour du running. Donc là, il y a une boîte privée, en l'occurrence ASO qui s'en occupe. Alors, on arrive à toucher pas mal de monde parce que pour le coup, le running, c'est accessible. On arrive à fidéliser les publics. On est dans un territoire qui est quand même intéressant, en l'occurrence le territoire lyonnais. Donc il y a du monde, c'est intéressant, c'est pertinent. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Boum, on arrive à générer des partenaires. Ok, les inscriptions, ça vient, les sponsorings, ça vient avec quelques branches, quelques marques qui sont très connues, comme certaines mutuelles ou autres, qui s'y associent, avec un peu de merchandising, etc., des personnes qui sont présentes. Ok, super, des activations, super. Donc maintenant, il y a un territoire qui se dit, moi, en fait, chaque année, grâce à cet événement privé, ou à cet événement-là, il y a du monde qui vient chez moi. Donc ça développe mon tourisme. Donc ça développe mes commerces. Donc ça développe finalement le fait que les gens pensent positivement par rapport à ma ville. Donc moi, ça m'intéresse.
Est-ce que je peux mettre une subvention supplémentaire? Est-ce que finalement, on peut, avec mon territoire, s'associer, avec la collectivité, s'associer à cet événement-là? Et c'est ça aussi quand on parle de retombées territoriales, et c'est ça aussi qui fait du sens dans notre démarche ici, et par rapport à notre cours sur les missions du marketing sportif. Et ensuite, développer des relations durables avec les marques. Une marque, aujourd'hui, dans le sport, il y a différents types de pouvoirs. Généralement, on dit dans le business que la personne qui met l'argent a le pouvoir. Donc, généralement, la marque, quand elle vient, elle se dit, bon, écoutez, moi, j'ai tant, je veux faire ça. Et il y a deux types d'acteurs après. Il y a ceux qui se disent, ok, mon produit il a suffisamment de valeur perçue pour se dire, écoute, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Si tu veux fonctionner avec nous, tu fais comme ci, comme ça. Ou il y en a d'autres qui se disent, ah non, 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 mais en fait, t'as pas compris. C'est que moi, je viens, je veux sponsoriser, mais à mes conditions. Tu suis ou tu me suis pas? Parce que visiblement, c'est à la période de suivre, t'as pas trop de partenaires ou quoi que ce soit. Et là, après, ça crée un jeu de pouvoir qui est, alors je dirais pas bizarre, mais qui est juste un jeu de pouvoir, c'est se dire, ok, là, tu nous as aidé à un moment donné, et puis en fait, c'est des rapports à la période ou au temps. Il y a des moments où, par exemple, une ligue, une fédération ou un club sportif, il va être un peu plus en difficulté. Bon, la marque va se dire, bon, ok, allez, moi, je continue de te poursuivre, par contre, je vais peut-être diminuer mon prix, peut-être diminuer mon budget. Et en l'occurrence, il y a d'autres moments, le club va se dire, écoute, nous, là, ça fonctionne très bien. Donc, à l'instar de quand il y a Messi, par exemple, au PSG, nous, Messi vient d'arriver. Écoute, si on dit c'est X millions, en fait, faut doubler, mon grand. Faut doubler. Ah, attends, mais comment ça? Ah non, non, attends, c'est quand même plus le même club. Même s'il y a 2 jours d'écart, t'avais qu'à signer plus tôt. Et en fait, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Donc, c'est comment développer aussi des relations durables avec les marques et faire en sorte de pouvoir remplir l'objectif comme vous pouvez remplir les vôtres, tout simplement. Donc maintenant, si on descend et quand on va un peu plus loin maintenant dans la démarche, et qu'on parle des enjeux, les enjeux économiques. Bah, dans le sport professionnel, notamment, on va parler des droits TV, les activations de billetterie, produits dérivés, ok. Les enjeux politiques. J'ai parlé juste avant de la dimension territoriale. Les maires, les élus, euh, alors à une échelle plus grosse, parfois il y a même des présidents qui veulent mettre leur nez dans les enjeux sportifs. Et quel rayonnement on arrive à tirer autour de ça. D'un point de vue sociétal aussi, l'inclusion, le sport santé, le développement durable, l'accessibilité notamment avec les personnes en situation de handicap. D'un point de vue culturel, le sport comme un outil social, certes, un outil d'influence, de soft power, comme certains territoires, par exemple, qui sont en Afrique et qui sponsorisent des clubs de Ligue des Champions. C'est cette démarche-là qui existe aussi dans le marketing sportif, et c'est la raison pour laquelle aussi je pense que c'était pertinent de pouvoir mettre un point donné dans cette introduction. Maintenant, quand on donne quelques chiffres, on parle de plusieurs centaines de milliards du marché du sport à l'international, un marché aussi qui 2% du PIB en France, et des exemples comme Roland Garros aujourd'hui qui fonctionne aujourd'hui très bien avec plus de 300 millions de retombées économiques indirectes par rapport notamment à la région d'Île-de-France. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, et peu importe le territoire dans lequel vous êtes, et si vous intéressez à la démarche, il y a quelque chose à pouvoir construire et à faire si c'est bien pensé et bien structuré. Donc maintenant, quand on parle, on va aller un peu plus loin aussi dans cette introduction, c'est de mettre en place et mettre en avant autour de cette formation les outils de mesure, que ce soit sur la performance marketing. Et là, forcément, c'est en fonction de qui vous êtes. Si vous êtes un club amateur, peut-être que vous allez dire, ah non, il faut que je monte cette année mon nombre de licenciés. Donc, quelle va être la stratégie? Est-ce que ma stratégie, c'est de peut-être m'associer avec des collèges et des lycées à proximité qui ont des gymnases et qui ont, par exemple, sur des créneaux qui sont entre guillemets morts, dans lesquels je vais pouvoir m'insérer pour faire en sorte de développer mes créneaux, développer mon volume d'entraînement et donc par conséquent pouvoir ramener encore un peu plus de licenciés? Est-ce que c'est de se dire, ah non, aujourd'hui, nous on se dit en nombre d'adhérents, il nous faut 20 joueurs par équipe. Parfois, il y en a qui fonctionnent comme ça. Parce que c'est une mesure comme une autre, de pouvoir remplir, on va dire, les caisses du club. Les taux de remplissage dans les enceintes sportives, le chiffre d'affaires dans les boutiques ou le merchandising, les aspects sur les réseaux sociaux aussi, où ça, en termes de reach, de likes, de commentaires, d'audience cumulée sur un événement, la diffusion médiatique, comme c'est mentionné avec les revenus des droits, le nombre de mentions dans les presses ou boards ou autres, la vente et les ROI, surtout sur les campagnes publicitaires aussi. Les canaux que je vous montre là, c'est pas des canaux uniques, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de petites choses, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut penser quand on parle de marketing sportif. Quel que soit votre, quel que soit votre, comment dirais-je,
quel que soit votre domaine, quel que soit votre pouvoir d'influence, quelle que soit la taille de votre club. Aujourd'hui, il faut que les objectifs soient mesurables. Où est-ce qu'on va finalement? Quel est l'objectif du club? Quel est l'objectif de la ligue ou de la fédération? Qu'est-ce qu'on souhaite faire et quel levier on n'a pas encore activé pour aller encore plus loin dans notre démarche? Donc c'est là où on voit aussi cette scission et cette différence entre le sport professionnel et du coup le sport amateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le sport professionnel, aujourd'hui, les entités sont pilotées comme des entreprises. L'objectif, c'est performer sportivement et performer économiquement. Donc quand on parle de ça, on parle de croissance, on parle de visibilité, on parle d'internationalisation, et l'internationalisation, tout le monde est concerné, hein. Que ce soit sur la valorisation d'un territoire, que ce soit sur un pouvoir de marque par rapport à un club, et aussi comment générer de revenus pour derrière faire en sorte de pouvoir relayer les informations, communiquer et faire en sorte que cet écosystème continue de vivre. En termes de partenariat, parfois on va mentionner la notion de naming, d'hospitalité, les informations sur les datas des fans et autres associations. C'est ça que cherche le sport professionnel. Quand on part sur le sport amateur, on est sur d'autres éléments. La volonté de performer économiquement est présente, mais n'est pas la même. Et aujourd'hui, on peut très bien avoir un club amateur qui fonctionne presque comme un club professionnel, parce que ça existe, mais qui aujourd'hui se dira peut-être, nous, on peut professionnaliser notre démarche jusqu'à un certain point. Et c'est comme ça que vous voyez, par exemple, des clubs de basketball en National 2, donc qui est l'équivalent de la 4e division française, donc qui sont dans le sport amateur en somme, qui ont des budgets pour des équipes premières à 500 000 euros. 300, 400, 500 000 euros. Et en fait, vous dites, ouais, mais c'est pas... Non, mais en fait, c'est qu'ils ont décidé de se dire, écoutez, nous, en fait, par rapport à notre démarche, on veut se faire kiffer, on a structuré les choses par rapport à notre territoire, ça nous convient très bien. Donc, même si on sait que notre objectif, c'est recruter, fidéliser des partenaires, financer notre club, faire rayonner notre territoire avec les entreprises du coin, on sait qu'on va aller jusqu'à un certain point, mais jusqu'à ce certain point, on est sûr que notre gymnase, il va être rempli tous les week-ends. Deux, on va pas se prendre la tête avec des surcoûts et des voyages, comme ça peut se passer dans quelques divisions françaises dans le sport, notamment la Nationale 1, où on demande, tac, tu fais X kilomètres, ça te coûte tant, machin, pour des joueurs qui sont parfois pas toujours très bien payés, ou des infrastructures dans lesquelles ils sont un peu bancales. Et ben, à un moment donné, il y en a qui disent, mais non, moi je préfère rester dans le sport amateur. Alors oui, en fonction de géographiquement comment le bénévolat est développé, il peut y avoir quelques limites. Le budget et les contraintes aussi, c'est un fait. Et après, je vous ai parlé de gros mastodontes, mais il y a aussi des tout petits clubs de village qui se posent la question de comment sortir de la dépendance aux subventions. Et donc, du coup, comment créer des solutions qui sont viables et qui sont pérennes pour que notre club, il arrive à vivoter, même si reste sur des niveaux départementaux. Et c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Donc, du coup, on va parler de sponsoring local, d'outils numériques, qui forcément, même si pour certains, ça reste quand même des coûts, mais à un moment donné, quand tu gagnes en efficacité sur certains aspects, ça permet de faire grossir un peu plus ton club et d'automatiser certaines tâches, et la création d'événements. Je vais vous donner l'exemple aujourd'hui, un tournoi avec les commerçants locaux, créer une page Instagram, créer une newsletter, une boutique en ligne. C'est des éléments qui ont l'air peut-être simples comme ça à dire. Mais en fait, quand un club amateur met un outil en place comme une newsletter, il faut vous dire que si on prend un exemple pour structurer le marketing d'un club amateur, on prend l'exemple du newsletter qui donne, on va dire, des nouvelles du club et de ses activités globalement pendant toute l'année. Partons du principe que vous avez un club de 300 licenciés chaque année. Donc forcément, on va dire qu'il y en a, euh, un cinquième qui est renouvelé chaque année, donc qui part, ou d'autres joueurs qui viennent. Bon, aujourd'hui, en fait, en cumulé pendant les années. Peut-être que dans vos newsletters, aujourd'hui, vous aurez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, 10 000 personnes à terme. Si vous le tenez sur plusieurs dizaines d'années, même sur 5 ans. Sauf que le truc, c'est quand vous allez voir un partenaire demain dans votre territoire, et que vous lui dites, bah écoutez, nous, on est ce club-là, voici notre mission, voici notre truc, et aussi on a un pouvoir de communication qui est fort, qui est qu'aujourd'hui, dans notre newsletter, on a 5000 personnes à qui on s'adresse, avec 70% d'opt-in. Ah bah ok.
bah, en fait, c'est un outil de communication supplémentaire pour l'entreprise avec laquelle qui va s'associer à vous. Alors peut-être elle va donner un fees, un premier élément, par exemple, je sais pas moi, 500, 1000, 2000 euros, ok. Sauf qu'en fait, en termes de business, bah, il y a du business qui peut rentrer et tu marches par le pouvoir de la recommandation. Vous savez pas le nombre de business locaux qui fonctionnent comme ça. Et dans le marketing de sport amateur, c'est clairement un élément qui est important. Si on va un peu plus loin maintenant dans notre réflexion et dans notre introduction, parlons un peu des marques. On va dissocier deux notions, qui sont les marques endémiques et les marques non endémiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les marques endémiques, dans le sport, on va dire que ce sont toutes les marques qui sont associées directement au sport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de tester des produits, développer la notoriété et les ventes, c'est ça leur objectif à elles. Des marques comme Nike, Intersport, Adidas, elles cherchent à faire ça. Elle cherche directement à se dire, on fait tester nos produits, on fait en sorte de montrer avec les meilleurs athlètes que c'est les meilleurs, développer la notoriété et les ventes, assurer une légitimité sportive, et créer du contenu authentique avec des behind the scenes ou autre, un peu une bonne petite histoire à raconter qui fait que on arrive à s'identifier par rapport à la marque. Et derrière, quand ils arrivent à créer et fidéliser une communauté sportive, c'est tout bénef pour eux. Les marques endémiques, donc quand vous entendez parler de ça dans le marketing sportif, elles cherchent à ça. C'est leur objectif premier. Elles ne vont pas s'associer à un acteur ou à un événement ou autre juste pour faire plaisir. J'avais bossé, quand je bossais en agence de marketing sportif, sur un événement et une marque qu'on avait rencontrée, une marque endémique, qui nous avait dit, ok, mais votre événement là, qu'est-ce qu'il apporte de plus que moi je peux pas faire tout seul? Et là, dans ma tête, ça avait popé, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est-à-dire que, au-delà de se dire un événement peut être innovant ou autre, c'est surtout de se dire, euh, qu'est-ce que je peux faire que la marque ne peut pas faire toute seule? Parce que si elle peut faire tout seul, elle aurait déjà fait. Elle aurait déjà fait, ou bien elle a déjà dans son panel d'idées dû se dire, ouais, c'est une option supplémentaire. Non. Les marques, en fait, il faut les choquer. Il faut leur amener un truc qui est tellement boosté à leur échelle que du coup, elles se disent, non, en fait, nous, il faut qu'on y aille là. C'est primordial pour nous, parce que derrière, développement de notoriété, développement des ventes. Parce que les marques endémiques sont héroïstes. Elles cherchent à valoriser, à maximiser leur volume de vente et de marge brute. Quand on parle derrière maintenant des marques non endémiques, bah en fait, c'est des marques qui gravitent autour de l'écosystème sportif, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt direct. Pourquoi une marque bancaire, comme le Crédit Agricole par exemple? Et pourquoi elle va s'associer à un sport comme le foot par exemple? J'aurais pu citer Crédit Agricole, comme je peux citer, j'ai n'importe quoi, une marque de paris sportifs. Alors, paris sportif, pour le coup, on est plus dans l'aspect endémique. Pardon, je me suis trompé. Les assurances, les banques, une marque comme Carrefour, Auchan et autres. Enfin voilà, vous avez compris un peu la démarche. Bah, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? En fonction de ses objectifs de marque, toucher de nouveaux publics. En fonction de son message, bah, elle va peut-être valoriser l'aspect RSE et l'engagement sociétal. Créer de la sympathie, de la proximité, parce que bah, c'est vrai que le sport, bah, c'est sympa. Quand on parlait tout à l'heure un peu de soft power, c'est ouais, c'est doux. Ok, moi je suis associé à ça, c'est toujours sympa. Et que la marque soit B2B ou que la marque soit B2C, c'est sympa. Mon image est associée à tel acteur. Utiliser l'émotion du sport comme vecteur, d'où cet aspect-là, on va dire, que je vous ai mentionné à l'instant, et augmenter leur impact local, voire même international. Et quand on parle de ça, bah, tout ce qui est Coca-Cola, Orange, BNP, on est typiquement là-dedans. On est typiquement là-dedans. BNP notamment avec le tennis, très bien compris, ok. Public, CSP+, ok. Valorisation sociétale, des événements sportifs qui sont qualitatifs. C'est toujours sympa, c'est pro, l'image du tennis, ça nous parle. Bah, j'investis là-dedans. Orange avec le foot ou le rugby, même chose. Et en fait, on est là-dedans. Coca-Cola, par rapport à sa démarche qui est beaucoup plus globale, même chose aussi. On doit trouver des moyens et des canaux qui doivent permettre de nous rapprocher de notre audience, de nous rapprocher de nos clients, sans faire en sorte de leur dire tout le temps achète, achète, achète. C'est créer des moments, créer des expériences, créer des souvenirs qui vont faire qu'on va avoir une attache par rapport à la marque. Et quand ça vient du cœur, bah, c'est toujours mieux.
Enfin, on va terminer cette introduction avec les athlètes. Les athlètes aujourd'hui qui cherchent différents moyens de se monétiser, que ce soit avec du contenu exclusif, de la monétisation directe. Alors j'ai mentionné voilà les OnlyFans, Patreon, Twitch, parce qu'aujourd'hui, bah, OnlyFans par exemple, c'est pas qu'une plateforme de contenu pour adultes, c'est aussi un moyen de se dire que pour un athlète, comment je peux réussir à monétiser mon image, ma parole, avec peut-être une communauté d'ultra fans, qui sera capable de me suivre dans mes entraînements, qui sera capable de vouloir avoir des conversations avec moi, qui sera capable de pouvoir pousser, on va dire, l'expérience un peu plus loin. Et c'est pas toujours évident et facile pour les athlètes, mais aussi doivent trouver des solutions pour vivre. Il y a un chiffre là dans les gérants sportifs, les gens disent, c'est ah oui, aux athlètes, il y a plus de la moitié des athlètes qui sont broke. C'est-à-dire qui gagnent pas des 1000 et des cents, qui sont obligés de cumuler avec des emplois supplémentaires ou autres. Bah, à un moment donné, quand tu es sportif, que tu veux vivre ton métier jusqu'au bout, ou ta passion, ben, sur certains sports qui développent des économies, comme le football, euh, comme le basketball, comme j'ai n'importe quoi, le tennis, il faut trouver des solutions pour maîtriser et contrôler son image, pour valoriser son image, pour la monétiser. Parce qu'en fait, toutes ces collaborations, c'est ce qui permet aussi de faire tourner ton activité, qui peut te permettre de payer tes entraîneurs, qui peut te permettre de payer peut-être tes nutritionnistes ou autres, et tous ces éléments comme ça qui vont te permettre, on va dire, de valoriser ta vie d'athlète. Et qu'au-delà de l'aspect sportif, bah derrière, tu as une économie qui tourne. D'où, par exemple, on parle de Cristiano Ronaldo, de LeBron James, qui, au-delà de leurs revenus sportifs, s'associent à des marques ou autres, et derrière, boum, c'est pas fait pour tout le monde. Je suis d'accord parce que le potentiel communautaire, certes, il est sous-exploité par 90% des athlètes, mais aussi, il y en a une bonne moitié où peut-être que dans leur sport aujourd'hui, il n'y a pas une économie suffisante ou une valorisation suffisante pour pouvoir faire des choses comme ça. Mais c'est un élément qu'il faut quand même mentionner, valoriser, parce que de toute façon, même si c'est pas des revenus sponsorisés purs, il faut se dire que quand on a un athlète dans un territoire, on a de la valeur. Demain, vous êtes un sportif, même si vous jouez en National 3, en National 1, dans une ville comme, je n'importe quoi, Metz, Le Havre, euh, Rennes. Bah, aujourd'hui, vous avez peut-être un petit consortium d'acteurs ou de partenaires. Ok, si vous allez voir en tant que joueur, vous dites, écoute, moi, ton business, ça m'intéresse, j'aimerais bien me former, quoi que ce soit. Mais vu que tu es sportif et que tu as déjà de la valeur ajoutée par rapport au territoire, et on sait que c'est pertinent, il y a quelqu'un qui pourra te tendre la main et te dire, mais écoute, moi je te forme. Moi, je te forme. Je te prends en alternance. Tu vois, le club, il va payer, et toi, tu vas payer une partie, le club va payer une partie, et puis moi, je te prends, je te forme, tu viens 2 fois par mois ou 2 fois par semaine, et puis tu vois un peu comment le métier fonctionne. Bah, c'est ça aussi, quand on parle de sous-exploiter le pouvoir des athlètes. C'est comprendre aussi cette dimension-là. Et c'est ça qui peut aussi créer des revenus supplémentaires, préparer l'après-carrière, ou même pouvoir permettre aux athlètes d'investir en amont. Et du coup, maintenant, on peut parler aussi, bah oui, c'est des revenus alternatifs, hein, des réseaux sociaux, des NFT, bon ça c'était encore il y a quelques temps, des conférences, ça c'est des éléments aussi que peuvent mettre en place les athlètes pour pouvoir construire et monétiser leur image. Donc c'était tout par rapport à cette première partie, cette première introduction sur le marketing sportif. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette introduction. Et en fonction, bah, on va passer sur la prochaine étape, hein. Comment fonctionnent les clubs. À très vite. Salut.